Bienvenue à tout le monde, bienvenue dans cet atelier donc, de la semaine du cerveau. Voilà, ravi de pouvoir vous accueillir et d'assister avec vous à cet atelier que va nous présenter Cécile Bourget. Donc bonjour Madame Bourget. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes donc coordinatrice d'un dispositif Ulysse. Alors je rappelle qu'un Ulysse est une unité localisée pour l'inclusion scolaire et je vous laisserai ensuite en dire un petit peu plus sur ces dispositifs-là. Donc vous travaillez à Angers et vous allez nous parler des neurosciences et de la méditation avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, donc dans le cadre de ces dispositifs. Donc je vous laisse peut-être en dire un peu plus sur les Ulysses et ensuite faire votre présentation. Et donc, dans l'ordre de cette année, au terme de la présentation de Madame Bourget, nous aurons l'occasion de lui poser de nombreuses questions. Donc, merci encore et bienvenue à vous. Merci. Donc, les élèves d'Ulysse sont des élèves qui sont reconnus par la... Alors, j'ai un retour, Très bien, excusez-moi, le micro, s'il vous plaît. je vais couper les micros. Voilà. Les élèves sont des élèves qui sont reconnus par la Maison départementale de l'autonomie ou la MDPH, qu'on dit aussi. Ce sont des élèves qui sont donc affectés sur des dispositifs d'accompagnement individuel en fonction de leurs besoins particuliers. On ne parle plus maintenant de handicap, mais plutôt de besoins particuliers. Donc, on peut avoir sur ces dispositifs, moi je suis dans un collège, on peut avoir de nombreux handicaps. On ne connaît pas tous les handicaps, mais en tout cas, ce sont des élèves qui sont aussi capables de suivre des cours en inclusion scolaire. Donc, ils sont répartis sur les classes ordinaires et suivent en général l'emploi du temps de la classe ordinaire. Et quand ils ont des difficultés à suivre, ils viennent sur le dispositif sur lequel je les accompagne principalement en français et en maths. Très bien. Donc, mon exposé s'intitule Neurosciences et méditation avec les élèves à besoins particuliers. Alors, c'est un atelier qui a évolué depuis une dizaine d'années. Donc, le lien entre méditation et neurosciences se fait plus facilement maintenant parce qu'il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites sur le cerveau des gens qui méditent. Et donc, il y a des effets. Mais mon propos à moi aujourd'hui, ça va être de vous montrer plutôt l'expérience que j'ai à partir de mes connaissances en neurosciences, voilà comment j'en suis arrivée à proposer la méditation avec des élèves à besoins particuliers. Alors, au départ, quel a été le moteur du projet donc, en neurosciences au collège? Donc, la première question. Donc, ça a démarré par la proposition d'une chercheuse et de notre chef d'établissement. Donc, ça a démarré en 2010. On nous a proposé de nous mobiliser pour un projet de recherche-action en neurosciences éducatives et cognitives. Et nous avons collaboré avec la recherche. Donc, nous sommes, nous, des enseignants plutôt praticiens. Et donc, nous avons formé des groupes de travail avec les enseignants et les chercheurs. Donc, 2 groupes de travail, un groupe de pilotage dans lequel je suis allée et puis un groupe plutôt périphérique, voilà, avec qui nous avons fait des liens. Et donc, nous sommes devenus des enseignants praticiens-chercheurs. Alors, pourquoi se lancer dans ce projet et pourquoi est-ce nécessaire aux élèves? Alors, notre objectif, c'était de changer l'école pour une meilleure réussite des élèves, donc c'est très ambitieux. Et on pense que les neurosciences ont pu nous apporter un éclairage face aux difficultés d'apprentissage des élèves, globalement d'ailleurs, et puis plus particulièrement pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage importantes. Et puis aussi, ça a été pour moi la chance d'explorer d'autres perspectives de travail. Donc, nous avons eu d'abord une formation théorique qui s'est déroulée sur 18 mois et des voyages pédagogiques étrangers, notamment au Canada, en Finlande et puis en Espagne. Nous avons découvert de nouvelles pratiques pédagogiques très intéressantes et ça nous a énormément stimulés pour pouvoir chercher davantage et essayer de trouver des solutions adaptées à notre pays et à notre environnement particulier en Ulysse.
Donc, nous avons été accompagnés par un laboratoire scientifique en neurosciences cognitives et éducatives. Alors, la question que j'ai voulu que les élèves se posent en priorité, c'était pourquoi je n'arrive pas à apprendre? Comprendre pourquoi je ne comprends pas, pourquoi ça bloque, à quel niveau et comment je vais pouvoir agir. Donc, ça a été un vrai défi, pour moi en tout cas, d'aider les élèves à pouvoir identifier chez eux ce qui ne fonctionne pas et puis avoir conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'on peut agir dessus. J'insiste sur avoir confiance parce que c'est un des points importants qui va concerner aussi la méditation de pleine conscience que je vais aborder avec les élèves. Alors, la première question au départ qu'on travaille ensemble, hein, c'est comment devient-on intelligent? Donc, en neurosciences, on parle plutôt de processus cognitifs que d'intelligence. Mais donc, on va travailler d'abord donc sur les représentations des élèves. La plupart des élèves, quand ils arrivent sur le dispositif en Ulysse, ils pensent qu'ils sont nuls et que rien ne peut changer, qu'ils resteront nuls toute leur vie. Alors, il va falloir essayer de démonter un petit peu ces représentations en apportant aussi des éléments nouveaux. Et donc, une réponse possible, c'est de dire qu'on a tous une histoire différente, des intérêts différents et des stratégies d'apprentissage différents. Donc, notre cerveau va se développer par un enrichissement d'expériences et d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, le vrai défi, ça va être de remettre en cause et d'influencer positivement des schémas de fonctionnement qui sont moins efficaces. Alors, quel contenu on va apporter? Donc, c'est un travail qui va se faire sur 2 ans, 2 années. Donc, les 6e, 5e qui travaillent avec moi verront l'ensemble du programme. Alors, d'abord, un apport théorique général. Donc, il faut savoir qu'apprendre résulte des processus cognitifs différents qui sont, par exemple, une bonne hygiène de vie, hein, qui sont dans l'environnement. Et puis, nos connaissances vont évoluer et se réactiver tout au long de notre vie. On va parler de plasticité cérébrale. Et grâce à cette plasticité cérébrale, on peut aussi réapprendre autrement ce qui aura été mal appris. Hein, il va falloir montrer aux élèves comment on va pouvoir réapprendre autrement. Donc, nos circuits de neurones peuvent se modifier. Donc, on va voir donc les premières notions de base concrètes sur la première année qui vont concerner l'évolution du cerveau depuis l'apparition de l'homme, puis les principales parties physiques du cerveau, c'est-à-dire les lobes, hein, les différents lobes et puis leurs fonctions, les neurones, leur rôle aussi et leurs fonctions, et puis une place importante est laissée aux perceptions. Les perceptions, là encore, c'est un élément très important de la méditation, puisqu'on travaille à partir de nos perceptions en pleine conscience. Sur la 2e année, on va voir ce qui va influencer les apprentissages, c'est-à-dire les émotions et le rôle qu'elles jouent dans les apprentissages. C'est un chapitre que j'ai énormément développé dans mon groupe de travail avec les enseignants-chercheurs. Quelle place ont les émotions? Et puis, on va essayer de montrer aux élèves comment on va pouvoir après les réguler. Et puis, on travaille sur le stress et les effets du stress, sur les apprentissages, mais pas que, hein, dans la vie, dans différentes situations de la vie. Et puis, l'attention, hein, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on est attentif? Et puis enfin, la mémoire, comment se développe notre mémoire, comment on va mobiliser cette mémoire et comment on va l'aider à progresser. Alors, sur ces 2 années, on va donc apprendre comment apprendre de manière plus efficace. Donc, il faut savoir qu'on a des outils à l'intérieur de nous, des outils spécifiques à notre disposition. D'abord, apprendre à se connaître soi-même, apprendre à observer ce que l'on met en place pour apprendre, à observer, analyser et à moduler ses réactions
devant une difficulté ou un apprentissage nouveau. Alors, l'enjeu, ça va être de prendre du recul sur ses propres réactions qui sont automatiques depuis de nombreuses années, hein, qui sont automatisées maintenant, et de pouvoir modifier ensuite les réponses inappropriées que l'on apporte face aux émotions. Et donc, c'est un travail important que je vais mener avec eux. Cela nécessite d'abord de prendre conscience de ses pensées et de ses émotions, hein. Quand on apprend, on a des scénarios dans notre tête qui se mettent en place, et puis pour toute activité d'ailleurs, hein, dans la journée, on a un tas de scénarios, on pense, on prévoit, on organise déjà des choses dans notre tête, et puis on a des émotions qui interviennent. Donc, il faut prendre conscience de cela pour pouvoir après agir dessus. Prendre conscience aussi de son propre fonctionnement, hein, qu'est-ce qui va être plus sensible chez nous personnellement. Donc, c'est ce fonctionnement qui va limiter nos capacités d'apprentissage. Donc, on va travailler sur tous les processus d'apprentissage. On peut dire, en gros, comment notre corps et notre mental réagissent et comment on va essayer d'agir avec plus de lucidité, plus de clarté pour pouvoir prendre du recul et choisir de meilleures réactions, de meilleures actions, on va dire, plus, plus réfléchies. Donc, ce travail-là va demander de prendre le temps d'observer des mécanismes, et puis va demander un entraînement vraiment très régulier de l'esprit. Donc, un entraînement aussi pour apporter une attention particulière sur moi, sur l'autre, sur ce qui me différencie de l'autre ou sur ce qui m'en rapproche, et une attention particulière aussi à mon environnement, où je suis dans le moment présent, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, et donc ensuite pour pouvoir agir de manière plus appropriée. Ensuite, je vais vous exposer un petit peu les outils et quelle mise en œuvre je mets en place. Alors, comme je disais tout à l'heure, les élèves suivent des cours en inclusion avec leur classe ordinaire, mais chaque vendredi matin, je les regroupe tous et je propose un temps formel de méditation de pleine conscience pour commencer. Ensuite, avec une pratique du yoga avec des mouvements en pleine conscience, donc des enchaînements de mouvements en pleine conscience, et puis aussi un autre temps de méditation après la pratique de yoga. Ensuite, un temps de neurosciences avec un apport et des exercices pratiques où les élèves là vont être en action, vraiment en action avec des outils spécifiques. Et on termine la matinée par des débats philosophiques qui sont très en lien avec ce qu'on voit en neurosciences et en méditation. On va voir comment, je vais vous expliquer tout ça. Et puis dans la semaine, il y aura des temps aussi informels quand les élèves reviennent d'un cours et qui veulent se poser. Eh bien, je pratique aussi des temps de méditation courtes pour se reconnecter un petit peu au temps de travail qu'on va mener après. Donc, c'est un temps où on va remobiliser son attention, c'est un temps où on va prendre le temps de se poser, de se mettre à l'écoute. Voilà. Et donc, ces deux temps-là sont des temps très importants. Plus on fera des temps informels à côté du temps formel, et plus il y aura une efficacité de ce travail. Alors, donc, ce travail-là, alors je vais enlever la petite fenêtre. Ce travail-là donc s'organise autour d'une question principale, c'est comment rendre l'élève plus attentif et plus conscient. Donc, pour ça, j'ai cinq cadres qui sont notés ici, donc qu'on va travailler en même temps, on va dire, hein. Donc, d'abord, il y a un travail qui est fait sur apprendre à regarder, donc apprendre à se regarder soi-même, à regarder l'autre,
donc dans un climat de confiance et de bienveillance. Ensuite, donc on va travailler sur le portrait de physique et psychologique de chacun. Donc chacun va pouvoir essayer de déterminer ses particularités, ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts, ses différences avec les autres et ses ressemblances, et tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas. Donc tout ce gros travail-là n'est pas toujours simple pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc ce qui compte, c'est de laisser les choses se faire naturellement. Et puis petit à petit, il y a des élèves plus à l'aise et donc ils vont parler d'eux-mêmes, vont montrer un petit peu comment ils ont construit leur portrait, et ça va donner un petit peu l'impulsion aux autres pour développer davantage. Ensuite, le travail de méditation de pleine conscience, c'est aussi apprendre à observer et à être attentif régulièrement à ce que je vis dans l'instant présent. Donc, être en pleine conscience tout le temps, c'est pas facile. Ça demande des efforts, mais en même temps, ça se fait régulièrement, donc c'est de plus en plus naturel. Donc, être en pleine conscience de sa respiration. Donc là aussi, de nombreux arrêts dans la journée sont nécessaires pour prendre conscience de sa respiration, pour remettre un petit peu d'apaisement, et puis aussi pour se recentrer. On va prendre aussi conscience de ses perceptions, de ses émotions, de ses sensations physiques et de ses pensées. Donc ce travail-là, il est fait beaucoup le vendredi, sur ces temps de méditation qui sont progressifs. Au début des 2 années, on commence par des temps de méditation courts qui vont progressivement s'allonger pour arriver au bout de 6 mois, 8 mois, d'une demi-heure de méditation silencieuse avec un accompagnement. Au départ, je mets un peu de musique, mais bon, ensuite je l'enlève et puis je fais une méditation guidée. Ensuite, je vais avoir des supports. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'apport théorique, et bien sûr, avec des élèves qui ont des difficultés de lecture, par exemple, ou des difficultés de compréhension, on va avoir de nombreux supports imagés, des petits films pédagogiques très courts, et puis j'ai construit de nombreux puzzles pour essayer de réorganiser ce qu'on apprend, avec des étiquettes nombreuses, et je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure par les outils euh, ce qu'on peut faire. Et puis un autre support qui s'appelle La magie de la concentration et les bulles de l'attention. Ce sont 2 livres de Jean-Philippe Lachaud. Le premier, Les bulles de l'attention, c'est une bande dessinée qui explique comment notre cerveau est attentif ou moins attentif, c'est-à-dire les processus de l'attention. Donc, c'est très parlant pour les élèves, très imagé. Et puis, le dernier ouvrage, c'est La magie de la concentration. Ce sont des exercices aussi à mettre en place auprès des élèves, voilà, pour qu'ils comprennent mieux. Et c'est tout à fait adapté à des élèves de collège. Ensuite, on va faire un temps de philosophie. Donc, on apprend à philosopher avec une attitude non jugeante. Là encore, le non-jugement est très important dans la méditation. Donc, on apprend à ne pas juger, à ressentir plutôt que d'être dans le jugement. Eh bien, en philosophie, ça va être pareil. Quand on anime des débats, on va essayer d'avoir cette attitude non jugeante, mais plutôt d'être ouvert au dialogue, mais aussi ouvert à l'autre, ouvert à ce que ressent l'autre et à ce qu'on peut partager ensemble. Donc, on a des questions comme par exemple, à quoi ça sert d'apprendre? Donc, on va bien sûr avoir des références en neurosciences, mais aussi pas que. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Donc, là aussi, c'est une question philosophique qui peut faire parler les élèves aussi sur ce qu'ils ressentent quand ils font de la méditation ou quand ils sont en cours. Et puis, à quoi ça sert de mentir? Donc là, on va avoir des émotions, on va avoir des choses qui sont aussi importantes à ressentir.
quand on ment? Faut-il avoir honte? Une autre question intéressante. Et puis, il y a de nombreux contes philosophiques qui sont faits autour de l'environnement, par exemple. Alors là, les contes philosophiques sur lesquels je travaille sont mis dans un recueil qui s'appelle Contes philosophiques de Michel Picmal, mais à l'intérieur, il y a différents auteurs, et notamment Pierre Rabhi, par exemple, qui parle beaucoup de l'environnement. Donc, on parle beaucoup de la nature comme en méditation, hein, et justement, on peut aussi philosopher énormément autour de ces concepts de la nature. Et puis enfin, un dernier cadre qui n'est pas le moindre, c'est un travail qui est fait justement où les élèves vont s'impliquer physiquement. J'apprends en jouant des scénettes en interaction sociale. Alors, pas n'importe quelle scénette, je vais vous expliquer après. Donc, dans ces scénettes, on va observer ce qu'on fait, on va écrire ses sensations, ses émotions, ses réactions et celles des autres. Et puis, on va mettre en place d'autres scénarios, on va déplacer son regard, on va analyser, on va moduler toutes ces actions. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus longuement comment on s'y prend. Alors, chaque élève reçoit un tableau comme celui qui est en haut de ma présentation. Je propose une situation à un groupe. Donc, je constitue des groupes de 3 ou 4 élèves et je propose à chacun des groupes une situation sans jugement, hein. Donc, par exemple, là, j'ai mis je n'ai plus de portable. Voilà. Et puis, une autre situation, je pars en vacances. Enfin, vous voyez, ce sont des faits. Et puis, chaque élève donc va essayer d'écrire dans ses idées, ses pensées, ses émotions, ses sensations, ses paroles et ses actions. Alors, avant de faire ça, ils vont écrire ensemble un scénario dans lequel chacun aura un rôle. Et à chaque rôle, ils vont avoir des phrases différentes, des émotions différentes, des idées différentes, des sensations différentes. Et donc, ils vont réagir différemment et penser à leurs actions différemment. Donc, il y a d'abord un travail individuel qui est fait par chacun. Chacun va réfléchir un petit peu à comment il va jouer son rôle et ce que ça va provoquer chez lui personnellement. Et puis, il va écrire. Alors, pour ceux qui ont des difficultés d'écriture, j'ai de nombreuses étiquettes qui vont les aider à mettre en place un petit peu ces idées-là, ces émotions-là et ces sensations. Donc, vous voyez la fiche d'aide affichée en bas de l'écran à droite, là, pour ne pas mélanger justement les sensations, les émotions, etc. Et, donc, chacun va réfléchir à ce qu'il va ressentir personnellement. Ensuite, ils vont se mettre à jouer le scénario. Et puis, un groupe joue, les autres regardent. Et à la fin du scénario, on voit qu'il y a certaines paroles et certaines actions qui ont été faites dans cette situation-là. Et on se rend compte que souvent, ces paroles et ces actions, elles ont été mises en place suite à des sensations ou à des émotions particulières ou à des scénarios qu'on s'est imaginés dans la tête. Donc, quelquefois, ce sont des réactions assez brutales, hein, ou assez vives et qui ne sont pas très réfléchies, hein, qui sont instantanées, parce que quand on a des émotions très fortes, par exemple, nos actions derrière, elles ne sont pas très réfléchies, hein, elles sont instinctives. Et donc, ce qui est important dans ce travail-là, c'est qu'on va voir que les réactions, elles sont assez brutales, hein, ou elles sont pas très réfléchies. Donc, ce qui compte, c'est que chaque personne va après changer de rôle dans la situation. Si par exemple, dans la situation, il y avait quelqu'un qui était plutôt agressif ou mécontent, et puis qu'un autre était plutôt
en position de victime, eh bien, l'agresseur va prendre la position de la victime et inversement. Hein. Et puis après, les autres personnes, elles vont interagir aussi comme elles veulent dans cette situation-là, soit en décidant d'agir ou pas, hein, et soit en, en reprenant le même scénario ou pas de ce qui aura été écrit au départ. Donc, ce qui est important, c'est qu'en changeant de rôle, ils changent leurs idées, ils changent leurs émotions, leurs sensations ne sont pas toujours les mêmes, et ils se rendent compte que d'une personne à l'autre, eh bien, on n'a pas toujours les mêmes réactions devant une même situation. Et donc, quand on observe après et qu'on prend du temps pour observer, on essaye de comprendre pourquoi tel type de réaction ou tel type de paroles ont été dites. Est-ce que c'est lié à une émotion? Est-ce que c'est lié à un scénario qu'on s'était fait avant dans la tête? Enfin, voilà, on réfléchit sur ça. Donc, tous les membres de chaque groupe se mettent à jouer tous les rôles, hein, et sur un scénario. Voilà. Et puis après, les paroles et les actions sont vraiment définies en fonction de chacun. Voilà. Donc, c'est un travail qui permet de prendre du recul sur, sur nos stratégies de réaction ou d'action. Et donc après, on voit avec les élèves comment on peut moduler nos actions. Quand on a observé tout ça, on essaye de trouver une action un petit peu plus appropriée. Et puis, on essaye d'anticiper davantage en fonction des émotions qu'on a tendance à avoir. On essaye d'anticiper de plus en plus davantage nos paroles et puis de moduler un petit peu plus nos actions. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que ceux qui regardent, hein, ont aussi des observations très pertinentes, hein, par rapport à tout ça et remarquent bien, hein, les émotions et les réactions de chacun qui sont exprimées. Voilà. Alors voilà, ce travail-là, donc, il est observé chez les élèves. On voit de gros changements, hein, depuis qu'on fait ce travail-là avec les élèves. Moi, ça fait de nombreuses années que je travaille avec des élèves en difficulté, mais depuis que j'ai mis en place ce travail-là depuis une dizaine d'années, et puis la méditation qui est venue naturellement après, depuis 4 ans maintenant, vient compléter un petit peu ce travail. Donc, j'observe chez les élèves du vocabulaire en neurosciences et j'ai de nombreux visiteurs, hein, qui viennent sur mon dispositif voir un petit peu comment je travaille et ils sont un petit peu impressionnés de voir le vocabulaire qu'ils ont en neurosciences. Et quand ils parlent de leur cerveau et de ce qui s'y passe, ils aiment d'ailleurs en parler. Hein. Voilà. Ils ont des connaissances aussi sur eux-mêmes, sur leur intériorité. Ils commencent à percevoir, même en dehors de ces cours-là, ils commencent à dire davantage ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Et puis, je me suis rendu compte qu'ils ont une capacité d'écoute attentive prolongée. Voilà, ils écoutent mieux, ils sont plus posés et donc plus attentifs à ce que l'on va dire. Ils sont très intéressés, hein, par ces cours-là, ils sont très, très motivés. Ils adorent de venir le vendredi faire ce travail-là. Voilà, ils ont une attention aussi particulière, plus focalisée, plus longue. Ils demandent beaucoup de temps de calme et de travail vraiment dans le calme. Ils ont une réflexion aussi personnelle plus approfondie. Je suis toujours vraiment, vraiment impressionnée quand je les entends parler sur des débats philosophiques, hein, parce que je me dis, on ne dirait pas quoi, qu'ils ont tant de difficultés d'expression. Ils ont vraiment une réflexion qui apporte vraiment quelque chose d'important au groupe. Hein. Voilà. Et puis, on voit qu'ils ont une confiance en eux, qui se développe peu à peu. Et puis, de nouveaux comportements au quotidien. Moins de stress, plus d'empathie les uns envers les autres, plus d'attention. Et puis, donc, on espère qu'ils vont aller après vers un meilleur équilibre émotionnel avec ce travail-là. Mais au-delà des objectifs sur les apprentissages, on se rend compte de plus en plus qu'ils ont développé des qualités humaines essentielles à la vie de tous les jours.
et des relations plus apaisées avec les autres. Alors, une dernière diapositive là pour vous dire un petit peu les limites et les précautions à prendre quand on fait ce travail-là. Donc les limites constatées, c'est selon les profils des élèves, surtout certains élèves avec des besoins très, très particuliers. Je pense notamment à des enfants qui ont un autisme sévère. Ces enfants-là ne peuvent pas participer à ce travail-là. Mais bien sûr, j'ai aussi des élèves qui ont de l'autisme plus léger et qui participent et qui participent vraiment activement et qui sont capables plus ou moins de montrer aussi qu'ils sont capables de réflexion et d'émotion et de parler d'eux-mêmes. Donc, c'est important de voir qu'on peut travailler avec eux aussi. Et puis, on aimerait avoir des mesures objectives maintenant sur plusieurs années de l'impact que ce travail-là a sur les élèves. Donc, on n'a pas ces mesures objectives-là, hein, parce que ce n'est pas évident non plus de mettre les critères d'observation pour les observer et puis voir un petit peu tous les facteurs qui entrent en jeu dans cette observation. Alors, il y a quelques précautions à prendre quand même. C'est d'abord d'avoir une formation préalable, hein, en neurosciences bien sûr, mais aussi en méditation de pleine conscience. Parce que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas recommandé pour tous les profils, hein. D'ailleurs, c'est très important de se mettre en contact avant de faire un tel travail avec les personnels de soins qui entourent et puis aussi avec les familles et de présenter ce travail-là aux familles qui sont en général très, très, très contents de voir un petit peu comment on arrive à travailler avec leurs enfants. Donc, je pense à certains élèves qui font de la dépression, hein, ce n'est pas très recommandé en général pour ces enfants-là. Voilà. Et puis aussi, il va falloir anticiper les risques de la mise en œuvre de ces outils sur les élèves et puis prévoir des réponses à apporter. Donc, je conseillerais de ne pas être le seul adulte pendant une séance, hein, qu'il y ait au moins donc l'animateur et un témoin adulte pour pouvoir sortir à un moment donné avec un enfant si on sent qu'il y a des choses qui commencent à chahuter l'élève. Voilà. Et puis le vrai plus, c'est quand il y a des séances de débriefing après avec les élèves, après chaque séance le vendredi, et puis de prendre un temps aussi avec les adultes qui sont présents. En général, on est au moins 3 ou 4 adultes avec un groupe de 12 élèves à être présents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de partager aussi sur ce qu'on a observé et puis ce qu'on voit qui peut être un petit peu amélioré ou en tout cas qui amène à réfléchir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madame Bourget pour cette présentation très complète. Hop. Alors on va peut-être arrêter le partage d'écran. Oui, alors je vais faire ça. Hop. Ça permettra de voir toute la salle. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir échanger avec les personnes qui sont présentes, mais je vais me permettre de peut-être poser les premières questions et de revenir à la genèse du projet. Vous avez dit que ça fait 10 ans désormais oui. Que vous êtes lancé dans ce projet, dont les 4 dernières années avec la méditation en plus. Donc, vous travaillez avec des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et donc vous avez fait le choix de vous lancer dans un projet particulier. Quel a été l'élément déclencheur de cette envie de se lancer dans ce projet? Moi, j'ai toujours été à la recherche d'outils nouveaux et de perspectives nouvelles. Quand on travaille avec des enfants avec des troubles cognitifs importants, on est toujours en train de se dire comment je vais procéder avec un tel. Chaque cas est différent et c'est vrai que c'était pour moi, les neurosciences, ça a été une vraie perspective de travail avec des gens qui connaissent un petit peu comment fonctionne le cerveau et comment les difficultés d'apprentissage se révèlent au niveau du cerveau.
ça a été un éclairage aussi parce que quand on voit quelquefois des enfants qui ont des difficultés où on nous donne des diagnostics entre guillemets qui ne sont pas forcément très clairs, quand on a des connaissances en neurosciences, on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec ou ce qu'on peut moins faire. Donc, c'est vraiment très, très riche hein, par rapport à ça. Merci. Alors, vous êtes très entouré, puisque dans ces dispositifs Ulysse, il y a de nombreux professionnels qui interviennent, comme des médecins scolaires, des personnels de la MDPH, des éducateurs. Donc, est-ce que vous êtes seul au départ à avoir initié ce projet et comment, plus largement, comment le reste de l'équipe voit le travail que vous avez initié autour de la méditation, notamment? Alors, autour de la méditation, donc j'avais commencé les débats philosophiques avant et la formation avec Frédéric Lenoir. Et du coup, on est venu instinctivement à la méditation. Il y a plusieurs professeurs dans mon collège qui s'y sont mis aussi. Hein. Et puis moi, pour moi, personnellement, je m'y étais mis bien auparavant. Donc, c'est vrai que le lien, il est devenu évident hein, de travailler la méditation avec les élèves parce qu'on trouvait tous, hein, entre collègues, que ça pouvait apporter aux élèves une meilleure attention. Hein, donc, un gros travail sur l'attention. Et au niveau des enfants, vous nous avez un petit peu parlé de leurs réactions qui sont parfois vives. Euh, Donc, vous disiez que vous changiez les rôles, victime, agresseur, mais de manière générale, ces réactions-là, depuis 10 ans que le projet existe, quelle évolution vous avez pu constater au niveau de vos élèves et de leurs réactions? Parce qu'on imagine qu'avec le temps, ils ont intégré ce processus-là et qu'il y a une véritable évolution dans leur rapport à ce que vous proposez. Alors moi, les élèves, je les garde que 2 années. Hein. Donc, je vois leur évolution sur 2 années. Donc, après, moi, personnellement, j'ai approfondi mon travail hein, sur 10 ans, hein, ce que je vous disais, hein, puisque j'en suis venue après à la méditation. Mais ce que je me rends compte, c'est que, en tout cas avec mes collègues, quand on en parle, hein, j'ai plusieurs collègues qui ont travaillé avec moi sur ce projet au départ en neurosciences et puis sur cette mise en place du travail aussi sur les émotions. Donc, des collègues qui sont venus de l'extérieur hein, pour m'accompagner, mais aussi des collègues de l'intérieur avec qui j'ai travaillé en équipe. Et puis, bah, on a vu chez les enfants un grand intérêt et puis aussi des comportements qui ont changé réellement dans leur façon d'être au quotidien, comme je le disais. Hein. Donc, ça nous a vraiment donné envie d'aller plus loin. À chaque fois, on a voulu aller plus loin parce qu'on sentait qu'on était sur la bonne voie. Voilà. Je pose une dernière question, ensuite je laisserai les autres participants en poser. Vous avez dit accueillir des stagiaires de manière assez régulière. Comment réagissent-ils à ce qu'ils observent? Vous avez commencé à le dire, mais peut-être avez-vous des exemples? Et de manière plus générale, comment vous partagez votre travail avec le public, avec des collègues qui font partie de votre établissement ou pas? Voilà, comment tout ce travail-là est-il perçu? Alors, on est plusieurs dans le collège à faire partie du groupe de recherche hein, qui collabore avec le laboratoire. Donc déjà, on discute beaucoup entre nous, on se retrouve assez régulièrement pour parler de notre travail et puis aussi pour avancer dans notre recherche. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile hein, quand on a une vraie équipe avec un chef d'établissement qui est lui-même engagé dans cette pratique de recherche et voilà, donc on a vraiment beaucoup d'occasions d'échanger entre collègues. Donc c'est vrai que c'est vraiment moteur hein, pour moi et pour l'ensemble de mes collègues de voir que tous ces collègues-là sont mobilisés pour faire avancer, pour faire changer l'école en fait. Voilà. Merci. Alors, il y a déjà pas mal de questions dans le chat, mais peut-être de manière plus simple, ouvrir vos micros et les poser directement. Et à la fin, on prendra peut-être les questions écrites pour ceux dont le micro ne fonctionne pas. Mais allez-y, n'hésitez pas. Je peux? Oui. Bon, je suis Olfa Timani du Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth. Je voudrais poser une question. Quelle relation y a-t-il entre neurosciences et métacognition, s'il vous plaît?
Alors, la métacognition, c'est un retour sur, sur nos processus d'apprentissage, hein, c'est-à-dire que ce qu'on fait justement, il y a un travail de métacognition quand on fait ce travail-là avec les élèves, c'est le travail que je vous ai présenté, hein. Donc, les neurosciences, ça nous permet de connaître le fonctionnement de notre cerveau et puis comment on apprend en tout cas, hein, comment les processus d'apprentissage se mettent en place. Et puis la métacognition, bah, c'est voir avec les élèves, ben voilà, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi et qu'est-ce que je peux faire pour justement changer ce fonctionnement qui est moins efficace. À partir de quel âge je peux parler de métacognition? L'enfant en est capable, s'il vous plaît. Alors moi, personnellement, je n'ai travaillé qu'avec des collégiens. Je pense quand même que, par exemple, il faudrait poser la question à des gens qui sont du primaire ou de la maternelle, mais je pense que quand même, les plus jeunes enfants, même si la métacognition est moins évidente, il y a peut-être quand même des choses qui sont possibles, puisque la méditation, je travaille aussi avec une collègue qui est en maternelle au niveau de la méditation dans mon groupe de recherche, et il y a des choses qui sont possibles à mettre en place aussi de ce côté-là et à faire prendre justement le chemin de la confiance à des petits aussi, hein. Merci. Merci infiniment. Voilà. Il y a Pauline qui nous dit « Dès 8 ans, j'ai testé et c'est possible ». Est-ce qu'il y a une autre question? Si on peut aller directement, on voit que là, si on remplace les listes de chaque côté, on va avoir le même. J'entends. Oui, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Moins 3. S'il va faire, il va rester 1. C'est pas 0, ça fait 0, mais il va rester 1. Donc, moins 3 est quantité. Donc, ce n'est pas solution. Je viens ici, on dit l'ensemble des solutions de l'équation. Vous comprenez? Je ne comprends pas, je ne comprends absolument rien. Je ne sais pas si c'est un OK? Plus petit que 2. Donc ici, le 2 va passer là-bas. Si le 2 passe là-bas, avec moins. Si le 2 passe, avec combien? Je n'ai pas compris. On ne comprend pas. Donc, si c'est une question, il faut la poser dans le chat. Et je cherche le micro pour l'écouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, j'en ai une en fait. Quand vous parlez, pour rebondir sur la notion de métacognition, en fait, si je comprends bien, c'est pour moi, métacognition passait par une analyse critique. Oui. Donc, ça veut dire que le regard que posent les jeunes après les exercices ou les jeux de rôle leur permettent d'analyser leur comportement en termes de connaissance de soi pour éventuellement changer dans l'avenir leur réaction. C'est oui. Ça? C'est ça même. Les situations qu'on met en place là, oui, c'est ça. Mais en même temps, ça se fait aussi par l'accompagnement grâce à la méditation, parce que il faut d'abord bien apprendre à observer, à être conscient de ce que l'on ressent au niveau de nos perceptions. Dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment un entraînement qui doit être régulier. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on met les scénettes en place, on n'a pas les mêmes observations que quand on a fait un an de méditation. On voit bien l'écart. Les élèves sont beaucoup plus... perçoivent davantage le détail, perçoivent davantage ce que eux-mêmes ils éprouvent, ce qu'ils ressentent. Donc, ça leur permet d'avoir une introspection plus approfondie. Et en fait, vous travaillez pendant 3 heures, c'est ça? C'est toute la matinée? Oui, 3 heures, oui, à peu près. D'accord. Ça dépend des moments, ça peut être 2 à 3 heures. Oui, oui. D'accord. Moi, j'avais fait une formation en sophrologie et avec le CNFETP de Lyon, mais qui n'existe plus maintenant.
et j'utilisais la sophrologie avec mes élèves en lycée. Mais ça se limitait justement à des moments de relaxation pendant les cours, notamment quand j'avais des séances de 3 heures. Oui. Mais je trouve très intéressant ce que vous présentez avec justement cette analyse et les scénettes. Je trouve ça très, très intéressant. Merci. En tout cas, la méditation et la relaxation, enfin la sophrologie, on pourrait y voir des points communs parce que ça apporte un certain apaisement aussi, mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la méditation, c'est un entraînement. Enfin, Christophe André ou Mathieu Ricard parlent d'un entraînement mental, un entraînement de l'esprit. C'est un travail en fait répété qui va permettre à la conscience d'être présente à chaque instant, moment après moment. Hein. Donc, c'est pas que un lâcher prise sur plein de choses, c'est aussi une attention particulière qui va être orientée sur des choses particulières. D'accord, merci. J'ai une question. Oui. Alors, moi, j'ai des élèves de 13 à 15 ans et je leur donne des cours de maths et de sciences et je vois très bien qu'ils ne savent pas apprendre et ça fait quelques mois, je m'interroge sur comment est-ce que je peux leur apprendre à apprendre. Il y a plein de documents, j'ai l'impression de patauger un peu. Je fais de la méditation, mais je ne sais pas comment amener ça avec en classe. Je ne sais pas s'il y a une formation, quelle formation est-ce que vous pouvez conseiller? Est-ce qu'il y a un canevas? Je sais que c'est un peu laborieux, mais je ne sais vraiment pas par quoi commencer. J'ai commencé, en classe, ce que j'ai commencé à faire, c'est parler peut-être des notions telles que retarder la satisfaction, mais j'ai l'impression que je ne suis pas assez légitime. Je ne sais pas comment aborder la méditation, c'est vrai que la méditation de pleine conscience, il faut faire la formation parce que ça va vous apporter justement une aide précieuse hein, pour ce travail-là. Il faut vraiment faire la formation. Mais bon, après, il y a de nombreux outils. La méditation est un des outils, mais il y a de nombreux outils qui existent. Moi, je ne prétends pas du tout choisir le meilleur outil. Hein. Moi, je sais que je rentre là-dedans, mais voilà, c'est un parcours, un chemin un petit peu personnel. Hein, mais voilà. Ouais, j'ai fait la formation, mais juste la formation de 8 semaines, mais je pense que peut-être il faut que je m'exerce encore plus pour pouvoir leur faire à eux, en fait. Oui, alors après, si vous êtes entraîné, vous, suffisamment, vous allez sentir les effets bénéfiques pour vous. Et après, si vous y croyez vraiment, vous savez montrer aux élèves ce que vous ressentez vous. Hein. Plus on s'entraîne et plus on sent les effets sur soi. Donc, effectivement, les élèves, au départ, il y en a certains qui sont, mais il y en a même toujours, hein, qui sont un petit peu réfractaires, qui n'ont pas trop envie de faire de la méditation. Alors, on ne force jamais, hein, parce que c'est pas un chemin qu'il faut prendre à tout prix. Hein. Il y en a certains qui restent sur le côté, qui sont observateurs. Et puis qui regardent, et puis petit à petit, il y en a tout d'un coup qui veulent venir, et puis voilà, ça se fait ou ça se fait pas, hein, mais voilà, c'est un chemin qui est proposé en tout cas. D'accord, merci. Alors, il y a Fatih Mariam Dano qui lève la main, je crois. Oui, j'ai une question. Enfin, je voudrais savoir quelle est la durée pour chaque activité pour avoir un bon résultat. Quelle est la durée pour chaque activité pour avoir un bon résultat? La deuxième question, là, je peux parler pour la deuxième question. Oui. Voilà, comment est-ce qu'il faut procéder pour les élèves qui sont autistes? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, le temps déjà va être assez long par semaine parce que c'est un travail qui demande de la manipulation, qui demande du temps, et puis aussi qui va devoir être répété chaque semaine. Hein. On a parlé d'un temps formel et d'un temps informel. Un temps formel le vendredi pour moi, le vendredi matin, mais des temps informels de méditation aussi sur la semaine. Donc ça, c'est très important, cette notion de répétition sur la semaine.
Et puis, après, au niveau de la durée sur ces temps-là, je vous disais en tout cas, en ce qui concerne la méditation de pleine conscience, on commence par des petits moments de pleine conscience en début de parcours, et puis donc de 5 à 8 minutes, hein, ça suffit. Et puis après, on termine par des temps de méditation de 30 à 40 minutes en fin de parcours. Mais voilà, en fait, ce qui compte, enfin, moi, le vendredi, ce que je vois, c'est que tout s'enchaîne parce que tout est lié et ça se fait naturellement. Donc, ça prend du temps parce il faut bouger, il faut se mettre en groupe, il faut manipuler. Donc, c'est vraiment important que sur ce temps-là, on ait du temps pour faire ça bien. Donc, il faut 3 heures, hein, pour faire ça bien si on veut faire tout ça. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis M. Etestin de l'École Alliance française de Tananarive à Madagascar. Merci pour cette explication, c'était très intéressante. Mais là, ma demande ou question, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une vidéo ou des documents pour qu'on puisse avoir une idée comment vous avez fait avec la méditation avec les élèves? Parce que là, j'essaie un peu d'imaginer les séquences. Est-ce qu'il y a une possibilité, moi, de documents, s'il vous plaît? Je n'ai pas fait de documents, moi, personnellement. Il y a par exemple Frédéric Relenoir, qui est animateur de groupes de méditation, ou d'autres qui peuvent avoir des documents. Il y a des films, hein, qui sont sortis sur comment on peut méditer avec les enfants. Il y a des conférences aussi qui existent, que vous pouvez retrouver sur le net, hein, comment on peut mener la méditation de pleine conscience avec des jeunes. Donc, mais moi, personnellement, je n'ai pas ces outils-là. Merci. Alors, moi, j'en ai peut-être une autre. Sur les mesures objectives, vous avez dit que c'était compliqué de pouvoir analyser en fait le travail, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc, je reviens là-dessus, parce que est-ce que malgré tout, vous avez réussi à créer des grilles d'observation de votre travail? Alors, nous avons travaillé l'année dernière non, il y a 2 ans, parce qu'il y a eu le confinement l'année dernière. Donc, il y a 2 ans, on a travaillé avec un groupe d'étudiants de l'université. Donc, nous avons créé des grilles, effectivement, d'observation pour voir un petit peu l'évolution de nos élèves. Donc, ça a été interrompu par le confinement. On a relancé un petit peu l'observation cette année. Donc, on n'a pas encore trop vu les résultats effectifs, mais en tout cas, des grilles ont été établies. Hein. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours un peu difficile, malgré cette grille, d'avoir des mesures objectives de ce qu'on peut dire sur les effets de la méditation, en tout cas pour nos élèves, hein, bien que les effets de la méditation sur le cerveau soient vraiment affirmés aujourd'hui par de nombreuses recherches, hein, comme par exemple Steven Lorez, qui a travaillé sur le cerveau de Mathieu Ricard. Eh bien, on voit qu'il y a des effets de la méditation, hein, c'est incontestable, mais nous, personnellement, on ne peut pas aller jusqu'à ce terme-là, en tout cas de recherche. J'ai vu une question là d'une personne qui demande quelle formation avez-vous en neurosciences. Alors, en fait, ce que je disais au départ, c'est que j'étais dans un établissement où justement notre directeur et puis Madame Toscani était présente pour nous lancer dans ce projet de recherche. Et donc, on a eu cette formation sur 18 mois qui a été assez conséquente, hein, sur ce que c'était que les neurosciences. Donc, et puis de toute façon, ça progresse tellement vite qu'il faut lire beaucoup là, dans ce domaine-là. Un grand merci à vous, Madame Bourget, pour cette intervention. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir écouté.